Au sommaire de ce journal, la situation du taux d'échange était au menu du Conseil des ministres de ce vendredi. Le gouvernement tient à la nécessité de pratiquer le taux interbancaire pour parvenir à une baisse conséquente des prix des produits. Interdiction de la pré-campagne par la Commission électorale nationale indépendante, une annonce faite par la centrale électorale après la publication des listes provisoires des candidatures à la députation nationale. Et puis la CEDEAO vient de reporter sa réunion prévue à Accra sur la situation au Niger. Les dirigeants de la communauté évoquent des raisons techniques. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la 108e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Au menu, la situation du taux d'échange dans le pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, est revenu sur la nécessité de pratiquer le taux interbancaire qui devra conduire à la baisse des produits sur le marché. Je vous propose de suivre le compte-rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Dans le cadre de ses prérogatives et dans le respect des dispositions légales pertinentes, à mettre en œuvre les activités liées au contrôle et à la surveillance des marchés. En effet, après examen et adoption de la question lors de plusieurs conseils de ministres et faisant suite aux orientations claires du Premier ministre données au cours de la réunion du comité des conjonctures, les inspecteurs de l'économie nationale seront déployés pour assurer les contrôles des structures de prix et décourager la pratique des prix illicites, coûteuses tant pour l'État que pour les consommateurs. Tout sera mis en œuvre pour que cette activité importante pour la sécurisation du pouvoir d'achat ne soit pas accompagnée d'une quelconque forme de tracasserie ou d'abus. Des dispositions ont déjà été prises pour sanctionner de manière exacte les inspecteurs qui se rendront coupables des tracasseries, a-t-il précisé. Dans ce cadre, il a informé le Conseil de la série de réunions qu'il a entamées avec les opérateurs économiques des secteurs de télécom, de la distribution des produits pétroliers et des grands distributeurs de produits alimentaires et brassicoles. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité de pratiquer le taux interbancaire qui devra naturellement conduire à une baisse conséquente des prix de produits sur le marché, car il est paradoxal qu'après une baisse du taux de change suivie d'une stabilité relative de la monnaie nationale, que le prix sur le marché ne suive pas cette tendance baissière. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Et puis la CENI a publié ce vendredi la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection des députés nationaux ainsi que celle des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité. Au total, plus de 28 000 candidatures ont été reçues et 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité. 28 791 candidatures au total ont été reçues. Parmi elles, 4 496 ont été déclarées non conformes, 24 295 déclarées conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques. 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité et 51 n'ont pas atteint le seuil. Concernant les structures politiques ayant atteint le seuil de recevabilité, figurent notamment plusieurs poids lourds. Il y a AFDC-A, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, avec 479 sièges qui représentent 99%, donc ils ont atteint le seuil. Le MLC, Mouvement de libération du Congo, 473, soit 98%. UDPS, Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social, 459 comme nombre de candidats, ce qui représente 95%. Ensemble,
pour la République, 449, 93%. LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, 383, 80%. Par ailleurs, la CENI a rappelé aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours à dater de la publication de la liste provisoire des candidatures, la Cour disposant à son tour d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisine, avant la publication par la CENI de la liste définitive le 5 septembre 2023 à la réception des arrêts de la Cour constitutionnelle. Je l'ai annoncé au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante, à travers son directeur de communication, Jean-Baptiste Itipo, a réitéré l'interdiction de toute activité semblable à la pré-campagne à laquelle s'adonnent certains candidats à 4 mois des élections prévues en décembre 2023 en République démocratique du Congo. Pour la CENI, la période de la campagne est bien déterminée. Le terme pré-campagne n'existe pas dans la loi électorale. À 4 mois des élections prévues en décembre en RDC, la Commission électorale nationale indépendante a réitéré l'interdiction de toute activité semblable à la pré-campagne à laquelle s'adonnent certains candidats. Au regard de cette interdiction formelle, le directeur de communication de la CENI a précisé, je cite, que la période de campagne est bien déterminée dans le calendrier électoral rendu public par la Commission électorale nationale indépendante. Tout ce qui est constaté sur terrain actuellement et qui ressemble à une pré-campagne doit être interdit par les autorités, a déclaré Jean-Baptiste Itipo, directeur de communication de la centrale électorale, qui s'est confié à l'ACP. À l'en croire le directeur de communication, le terme de pré-campagne n'existe pas dans la loi électorale. Il a déploré le fait que ces activités soient autorisées par de responsables de la ville ou de la commune. Dans cette démarche, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, organe régulateur de médias de la RDC, s'est engagé à accompagner la CENI pendant la période de campagne et a insisté sur le fait que chaque directeur de médias devrait signer une feuille de route afin de régulariser ces secteurs. Tenant compte du calendrier des activités électorales, publié le 26 novembre 2022, la campagne électorale se fera en 2 temps. Du 19 novembre au 18 décembre 2023, la campagne électorale pour le candidat président de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 au 18 décembre 2023 sera le tour de la campagne pour le candidat conseillers communaux et locaux. Et puis la CENI a rendu public ce vendredi les listes provisoires des candidatures aux élections législatives. Au total, 66 regroupements politiques ont atteint le seuil de recevabilité. De ce nombre figure le LGD, parti cher au candidat président Matata Mponyo Mapon. Malgré l'atteinte de ce seuil, le LGD conteste ces résultats. On écoute Franklin Chamala, secrétaire général du LGD, qui était l'invité de notre journal de 19h. À cette étape, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Et à cet égard, autant nous avons été très critiques vis-à-vis de la CENI et du processus, autant, honnêtement, nous devons reconnaître qu'à cette étape, nous devons féliciter les leaderships de la CENI pour le travail abattu. Mais ceci va sans dire que nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets, nous, le LGD, les partis chers, comme vous l'avez dit, à l'honorable Augustin Matata Mponyo, Premier ministre honoraire de ces pays. Nous sommes inquiets, compte tenu de la disparité que nous constatons entre la comptabilité de la CENI avec la nôtre, celle de l'administration électorale de notre parti. Nous avons payé pour 455 candidats. Nous avons déposé des dossiers comme ça, matériels, à travers les différents BRTC. On a déposé, tout au moins nos mandataires, à travers les pays, ont déposé des dossiers pour 417 candidatures, des dossiers qui ont été reçus et sur lesquels les avis de conformité ont été émis par les BRTC. Et nous disposons pour ce faire, comme débit de preuve, les récépissés émis par les BRTC.
et toute comptabilité faite, nous sommes à 417 et nous sommes étonnés que nous soyons crédités de 383. C'est bon, mais ça ne nous satisfait pas. Nous sommes obligés de les dire et d'aviser déjà les partenaires de la CENI. C'est un partenaire pour nous que nous serons obligés d'introduire notre requête en contestation de cette liste parce que nous avons l'impression que 34 candidatures pour nous ont été oubliées quelque part. 34 candidatures, ça représente un coût financier important, un coût politique important. 34, ça veut dire 1 600 000 francs congolais des cotisations de nos membres, fois 34. C'est un coût important. Nous souhaitons que tout ceci soit tiré au clair. Mais ceci étant dit, pour un parti qui est né depuis une année et dont on dit qu'il est jeune, bien qu'il est constitué par des gens expérimentés, nous devons dire quand même que l'expérience a prouvé qu'elle a la peau dure, l'expérience de Matata Pogno-Mapon. En bref et en image, la population de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, fait face à une pénurie d'eau potable sans précédent depuis l'annonce de la saison sèche dans les différents quartiers de la ville. Des sources locales révèlent que des disputes ou encore des bousculades s'observent lorsque les habitants des différents quartiers se rencontrent pour s'approvisionner en eau de la source dans plusieurs quartiers de la commune de Kabondo, dont Kombeleka. La situation est alarmante. Et puis les travaux de consultation provinciale relative à l'élaboration de la politique nationale de prévention et de résolution des conflits communautaires et coutumiers se clôturent ce samedi à Goma, organisés par les ministères de l'Intérieur. Ces travaux poursuivent comme objectif la contribution à la stabilisation des entités coutumières. C'est dans le but de contribuer à la stabilisation des entités coutumières et de leurs animateurs sur l'ensemble du territoire national pour la prévention et résolution des conflits communautaires et coutumiers que ces consultations provinciales se tiennent à Goma. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le général Romy Ekouka, qui a présidé cette cérémonie, est revenu sur l'importance de ces travaux car ils se tiennent dans un moment particulier qui traverse le Nord Kivu. Point de besoin de rappeler que le lancement de ces assises provinciales se fait dans un contexte particulier où la province du Nord Kivu est actuellement en proie à une guerre imposée par le Rwanda sous le label du M23, guerre qui emporte des milliers de vies humaines et cause des déplacements massifs des populations civiles, parmi lesquelles les autorités coutumières contraintes d'abandonner leurs entités. Ces consultations sont organisées grâce à l'appui financier du PNUD. Depuis plus d'une décennie, le programme des Nations Unies pour le développement en République démocratique du Congo est engagé dans le domaine de la consolidation de la paix et de la stabilisation. Plusieurs chefs coutumiers prennent part à ces assises. Cas de Sa Majesté Mfumu Difinantinu, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière en RDC. Il donne ici ses attentes. Il faut cartographier les terres ancestrales. Il faut cartographier ou codifier les coutumes. Et ça, il faut une équipe technique. C'est notre secrétariat général. Nous attendons d'eux comme nos techniciens un grand travail de celui qui vient demander les savoirs. Et puis les nouveaux responsables de la police nationale congolaise en province du Nord Kivu récemment nommés sur ordonnance du président de la République restent déterminés à rétablir la sécurité sur l'ensemble de cette province. Ils comptent également mettre de l'ordre dans différents services sous leur tutelle. C'est dans ce cadre que le colonel Job Alissa, commandant de la police en charge des affaires judiciaires, s'est entretenu à Goma avec les responsables des parquets judiciaires. Quelques jours après leur installation à la tête du commissariat provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu, par le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, les nouveaux commandants de la police dans cette province se mettent déjà au travail. C'est le cas du colonel Job Alissa, désormais chef de la police judiciaire. Ce dernier a effectué une descente dans différents services de son domaine pour non seulement présenter ses civilités aux différentes autorités judiciaires avec qui il doit désormais collaborer pour le bien-être de la population, mais aussi
proposé son premier plan de travail. Il s'agit d'assainir le domaine judiciaire au Nord Kivu, en commençant par l'identification de tous les officiers et inspecteurs de la police judiciaire, le recyclage et renforcement de capacités par différents magistrats des parquets civils et militaires sur l'ensemble de la province. Le nouveau commandant de la police judiciaire sollicite pour accomplir sa mission l'accompagnement des autorités judiciaires. Rappelons que c'est en date du 19 juillet 2023 que le colonel Job Alissa Alain avait été nommé commandant de la police judiciaire dans la province du Nord Kivu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Dans la province du Maniema, le nouveau commissaire provincial de la police, le général Elvis Palanga Nawej, a pris officiellement ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes. Suivez. Après son arrivée dans la province du Maniema comme commissaire provincial de la police, c'est aujourd'hui que le général Elvis Palanga Nawej a pris officiellement ses fonctions. Nous assistons à une cérémonie des prises d'armes organisée par la police de la province du Maniema pour présenter officiellement le nouveau commandant de la police de cette province. Je vous remets cet étendard, ce mode de commandement que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Le général Elvis Palanga Nawej, sportif de son état, est connu grâce à son opérationnalité dans la province de Kinshasa où il a exercé les fonctions du commissaire provincial adjoint de la police chargé des opérations en 2016. Dans la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama a reçu dans son bureau une délégation de l'UJPDSS. L'annonce lui apportée était celle de la réception et mise en service du laboratoire qui devra travailler sur la santé de ses administrés. Province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama a reçu ce vendredi 4 août 2023 dans son bureau la délégation de l'UJPDSS venue de Kinshasa. À l'ordre du jour, les discussions autour de la réception provisoire et la mise en service du laboratoire en attendant l'inauguration qui interviendra avant la fin de l'année 2023. Mais aussi comment maintenir, entretenir et sécuriser les équipements et s'assurer du recrutement d'un personnel qualifié selon les normes en vigueur afin que cet immense édifice des niveaux PD permette un diagnostic adéquat des différentes maladies dans cette province. En fait, il s'agit d'un projet du gouvernement cofinancé par la Banque mondiale. Et c'est dans ce cadre-là que ce bâtiment a été réhabilité avec un engagement vraiment spécial du gouverneur de province qui a vraiment lui-même suivi de très près tous les travaux. Et donc ça a donné l'envie à la Banque mondiale effectivement de financer ce projet. Et maintenant nous sommes en fait dans la phase d'acquisition des équipements. Construit grâce au projet UGPDSS dans les cadres de la REDIS 4. Pour accomplir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, en attendant l'inauguration de cet édifice, aura lieu la fin de cette année car plusieurs équipements sont déjà sur place et d'autres en route pour finir complètement les installations. Kayomba Moukeba Mika, directeur général de l'Agence congolaise de promotion immobilière, et Léopold Mouyembe, directeur général adjoint de cet établissement public, étaient devant le Chevalier de la Plume de Kinshasa hier vendredi 11 août. L'échange était axé sur les principales missions de cette agence depuis sa création par ordonnance présidentielle. C'était au cours d'une conférence de presse tenue dans la salle Kampala de l'hôtel Rotana que le directeur général de l'Agence congolaise de promotion immobilière a présenté les principales missions de cet établissement nouvellement créé par le président de la République Félix Tshisekedi, dressant d'entrée sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. Kayembe Moukeba a souligné que l'ACOPRIM a été créée pour résolver la problématique d'absence des logements décents et abordables en RDC. La problématique des logements décents et abordables est l'une des préoccupations majeures du chef de l'État. Nous savons qu'avec la disparition de la Caisse nationale d'épargne et de crédit immobilier et de l'Office national des logements ONEL d'une part, et d'autre part avec l'augmentation exponentielle de la population, la rareté des logements décents et abordables s'est installée dans la durée et un fossé s'est inexorablement creusé entre l'offre et la demande de logements. Pour les DG de l'ACOPRIM, le défi est certes
immense car les pays accusent des déficits estimés à 4 millions d'unités de logements, ce qui demande la construction de plus de 250 000 logements par an, mais tout est mis en place pour trouver une solution idoine. Il ressort du rapport du ministère de l'Urbanisme et Habitat que notre pays accuse aujourd'hui un déficit de 4 millions d'unités de logements. Et pour résorber ces déficits, il faudra construire environ 265 000 logements par an. Nous devons construire à Kinshasa plus de 145 000 unités de logements par année. La COPRIM, c'est un établissement technique et scientifique qui a pour mission la construction des logements décents et abordables, mais aussi des équipements socio-communautaires de base. De ce fait, le DG de la COPRIM a appelé tous les investisseurs du secteur de l'immobilier à une franche collaboration afin de travailler comme il se doit et matérialiser la vision du chef de l'État. Actualité au Niger à présent. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont reporté la réunion prévue sur le déploiement d'une force d'intervention au Niger, initialement prévue ce samedi à Accra, au Ghana. La réunion a été repoussée pour des raisons techniques selon des sources militaires régionales. Réunion repoussée s'inédit pour des raisons techniques selon des sources militaires régionales, pas de nouvelles dates fixées. Elle devait se tenir 2 jours après un sommet de la CEDEAO à Abuja qui aurait autorisé une possible intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, alors que les calendriers et les modalités d'une éventuelle intervention ouest-africaine n'ont pas été dévoilés. À Abuja, la CEDEAO a toutefois réaffirmé son espoir d'une résolution par la voie diplomatique. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui assure la présidente tournante de l'organisation, a dit espérer parvenir à une résolution pacifique, un recours à la force n'étant envisagé qu'en dernier ressort. Parallèlement, un rassemblement près de la base française à Niamey a réuni vendredi des milliers de partisans de l'actuel pouvoir. À bas la France, à bas la CEDEAO ont scandé les manifestants. Ils ont brandi des drapeaux russes et nigériens et crié leur soutien au nouveau régime, en particulier à leur chef, le général Abdourahmane Chani. En dehors de nos frontières, plus loin à Hawaï, le pays compte des morts après plusieurs incendies fulgurants dont l'un a réduit en cendres une ville historique de l'île des Maui et risque de devenir la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente de l'archipel américain. Au moins 80 morts selon un nouveau bilan provisoire communiqué ce samedi. La justice a par ailleurs ouvert une enquête sur la gestion de la catastrophe. En sport, c'est depuis ce mercredi 9 août que les joueurs du football club, les champions de Céleste, l'équipe chère à Christelle Mokwa, ont posé leurs valises à Brazzaville. L'objectif, se préparer avec des entraînements en vue de leur participation au championnat de la Ligue 1. On me dit pour mieux préparer les championnats, autant vraiment se mettre un peu à côté, se cacher un peu, travailler dans la quiétude. Non, bon, écoutez, Kinshasa, c'est le plan de terrain, franchement, c'est le plan de terrain, nous n'avons rien à regretter parce qu'au centre, c'est un terrain sablonné, là où se prépare, c'est un terrain à pelouse synthétique. Les conditions sont bonnes par rapport à moi, par rapport à notre terrain de Kinshasa. Donc, sincèrement, si vous me demandez si Kinshasa me manque, non. C'est le plan de travail, non. Nul n'ignore vraiment le niveau d'autorité au Congo-Brazzaville. Et de l'autre côté aussi à Kinshasa, nous avons de très bonnes équipes, des équipes comme le club, le DCMP, tout ça. On les a rencontrés. Pourquoi avoir craindre l'équipe de Toyo? En tout cas, et nous allons les affronter sans complexe. D'origine de l'Équateur, je tiens vraiment à ce que nos frères de Mbandaka nous puissent continuer à nous soutenir. Et je suis sûr et certain, je vous demande, c'est un service, de mettre votre numéro, je ne sais pas comment vous allez le faire, afin que les non-supporters de Mbandaka puissent chercher à nous contacter, après puissent un peu échanger, parce qu'eux aussi ils ont vraiment soif de l'équipe de Céleste. Donc moi j'aimerais franchement que nous nous mettions vraiment à contact avec nos supporters de Mbandaka parce que ça fait très longtemps que nous nous sommes vus.
Restons toujours en sport pour terminer cette fois. Après avoir pris part avec brio au championnat d'Afrique des Nations de karaté traditionnel de Johannesburg en Afrique du Sud, la délégation de la République démocratique du Congo est de retour dans la capitale depuis le jeudi 10 août 2023 via l'aéroport international de Njili. Dans son escarcelle, plusieurs médailles. Heureux doivent l'être le léopard karaté traditionnel qui ont honoré le drapeau national du pays de Tata Madimba. Bien que amputé de quelques éléments de valeur pour des raisons de finances, le Congolais en fait parler de la poudre lors du championnat d'Afrique de Nations de karaté traditionnel à Johannesburg en ce mois d'août. De retour à Kinshasa, la délégation a réussi les honneurs qu'elle mérite. Quelques tours de la capitale, de l'aéroport international d'Angeli, en passant par le stade de Martyrs, il fallait montrer la belle moisson. 14 médailles au total, 2 en or, 10 en argent et 2 en bronze. Au-delà de médailles, les léopards rentrent dans la capitale, auréolés d'autres titres. Le sensei Étienne Eradi, nommé meilleur coach du tournoi. La RDC, vice-championne d'Afrique en combat et kata derrière l'Afrique du Sud. Et pour couronner les tout, le sensei Étienne Eradingoi a remporté la médaille d'or en kata. J'ai amené la coupe du meilleur entraîneur, du meilleur manager de l'équipe de toute l'Afrique. Menu simplement de l'ordre de mission, sans subside de l'État, la fédération de karaté traditionnel de la RDC a eu à bénéficier de l'appui seulement de quelques particuliers. L'occasion pour le numéro 1 de cette fédération d'interpeller de nouveau le pouvoir public. Cette coupe ici, je l'ai dit de tout mon cœur, je vais la remettre dans les mains du chef de l'État qui est le premier sportif de la République démocratique du Congo. Pour le reste, la fédération de karaté traditionnel de la RDC continue de travailler dans l'optique de préparer le grand rendez-vous de 2025 à l'État congolais, sponsor de numéros de discipline sportive en RDC, de mettre le moyen pour la promotion, la vulgarisation, voire le rayonnement de cette discipline sportive. On va prendre les rappels des titres à présent. La situation du taux d'échange était au menu du Conseil des ministres de ce vendredi. Le gouvernement de la République tient à la nécessité de pratiquer le taux interbancaire pour parvenir à une baisse conséquente des prix des produits. Interdiction de la pré-campagne par la Commission électorale nationale indépendante. Une annonce faite par la centrale électorale après la publication des listes provisoires des candidatures à la députation nationale. Et puis la CEDEAO vient de reporter sa réunion prévue à Accra sur la situation au Niger. Les dirigeants de la communauté évoquent des raisons techniques. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi depuis Abidjan en Côte d'Ivoire grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.